Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 30. Si le début de cette étrange cérémonie avait déjà quelque chose d'angoissant, la suite se montra terrifiante. La Mambo suprême fit un geste à destination du GD qui était la plus éloignée de Solange. On traîna alors jusque vers la prêtresse le corps amorphe d'une jeune femme que Chocan mit quelques secondes à reconnaître. La taille, la corpulence, la coupe de cheveux, pas d'hésitation. Il s'agissait d'Alice Ménestrel. Bien que visiblement mal en point, il ne faisait pas de doute que la femme du bûcheron était en vie. En vie. Cela laissait le lieutenant sans voix. Elle se tourna vers Isaac pour le prendre à témoin, mais ce dernier, rendu sourd par les tam-tams qui avaient repris leur mélopée et fasciné par la scène à laquelle il assistait, ne parut pas entendre l'interpellation de sa collègue. On avait forcé Alice à s'agenouiller devant la Mambo. La malheureuse avait obtempéré sans opposer la moindre résistance. Elle ne paraissait pas en mesure de le faire. À chaque pas, elle avait titubé. À chaque fois que le GD qui l'avait conduit devant la prêtresse avait relâché son étreinte, elle avait manqué de tomber. On eût pu croire qu'elle était droguée. Mambo suprême la toisa de sa hauteur. Elle n'afficha aucune émotion, et après un court instant, elle recula de 2 pas. Alors, l'horreur commença. Sam s'approcha de son épouse et prit la place de la prêtresse devant elle. Le GD, qui assistait la maîtresse de cérémonie, s'approcha du bûcheron et lui tendit quelque chose. Solange ne vit pas de suite de quoi il s'agissait, mais lorsqu'elle vit le reflet, elle devina une forme, elle comprit qu'on avait donné un couteau à Ménestrel. Les tam-tams s'arrêtèrent de nouveau, et Mambo suprême se mit à marmonner une mélodie très aiguë. Sans hésiter, Sam leva l'arme et la planta dans la gorge de son épouse. Alors que la victime n'eut d'autre réaction que de s'affaisser au sol, Solange hurla, mais personne ne parut prêter la moindre attention à la policière. Cet horrible rituel se reproduisit à l'identique avec Roger Roy. Il fut présenté à la Mambo, se retrouva cette fois-ci avec une croix noire sur le visage, et lorsqu'on lui présenta son épouse, il l'exécuta sans la moindre hésitation. Solange sentit une goutte de sueur couler sur son front. Lorsqu'elle arriva sur le coin de sa bouche, elle réalisa qu'elle avait le goût de la peur. Ce ne fut plus de la peur qu'elle ressentit lorsque Mambo suprême fit signe au GD qui se trouvait devant elle. C'est de la terreur. Sans hésiter, le serviteur de l'ordre la détacha. Elle voulut tenter de s'enfuir, mais son geôlier avait une force surhumaine et la maîtrisa sans la moindre difficulté. Il lui tordit le bras et la traîna jusque devant la prêtresse. Comme les autres l'avaient fait précédemment avec Alice et Aurore, il força Solange à s'agenouiller. Pour la première fois, le lieutenant voyait Mambo de tout près, et elle fut frappée par la beauté, mais également par quelque chose d'artificiel qui émanait de ses traits. Elle toisait Solange avec assurance et froideur, ce qui présageait rien de bon. Refusant d'exposer sa peur, le lieutenant leva les yeux et les regards des 2 femmes se croisèrent. Chocan eut l'impression fugace de le reconnaître, d'avoir déjà vu ses yeux verts et glacés. La prêtresse eut un rire malsain. Elle tapa dans ses mains et immédiatement les tam-tams reprirent. Elle recula de 2 pas. Le GD, qui avait escorté Solange, fit de même. Et l'espace d'une seconde, le lieutenant retrouva l'ombre d'une liberté. Son instinct fut implacable. Sans même réfléchir, sans savoir exactement où son acte allait la conduire, Solange bondit en direction de Mambo suprême et lui asséna un violent coup de poing au visage. Elle entendit une clameur derrière elle, des cris courroucés. Elle ne devait pas se laisser attraper, et elle se mit à courir en direction de la forêt.
Son geôlier, blessé d'avoir été ainsi abusé, sentit monter en lui une colère terrible et s'élança à la poursuite de la police. Si le GD était puissant et fort, il n'était pas aussi agile et rapide que ce can, et le lieutenant put atteindre la forêt sans difficulté. Elle aurait sans doute pu poursuivre sa course sans problème si elle ne s'était pas retrouvée face à un phénomène bizarre. Devant elle se dressa bientôt un étrange mur de lumière vive qui lui barrait le chemin. Trop haut pour passer par-dessus, trop grand pour le contourner. C'était quelque chose de très particulier. La forêt s'arrêtait, ou plutôt semblait plonger au cœur de cette lumière vive qui l'empêchait de voir ce qui se trouvait derrière. Quelle était cette magie? Elle s'arrêta net et observa les choses avec circonspection. Elle s'en approcha avec prudence. Elle fut éblouie, mais ne ressentit aucune chaleur. Elle approcha la main, rien. Elle ne jugea pas prudent toutefois de franchir cet obstacle et voulut faire demi-tour. Trop tard. Ses poursuivants, et en premier lieu le GD, s'approchaient d'elle très vite. Elle prit une grande inspiration et plongea dans la lumière. L'espace d'une seconde, elle fut éblouie et se protégea les yeux avec son bras. Et puis, l'intensité lumineuse s'évapora et Solange retrouva la nuit. La nuit, oui, mais pas la forêt. Le lieutenant se tenait maintenant dans une petite ruelle cernée de hauts bâtiments sans fenêtres et juste éclairée par un vieux lampadaire. Un peu plus loin, elle distinguait une artère plus importante où il semblait y avoir une circulation conséquente. Comment avait-il pu passer d'une forêt tropicale à la ruelle d'une ville qui ressemblait étrangement à ce que l'on pouvait trouver dans les séries américaines? Solange se posa la question l'espace d'une seconde, puis ses interrogations s'estompèrent, comme s'estompe en général ce genre d'incohérence dans les rêves. Elle ne pensa qu'à une chose, elle avait rejoint la civilisation, elle allait enfin pouvoir trouver de l'aide. Sans hésiter, elle se précipita vers l'extrémité de la ruelle et atteignit, comme elle s'y attendait, une rue plus grande. Des voitures y circulaient à vive allure dans un sens et dans l'autre. Elle ne pouvait pas espérer en arrêter une. Elle regarda autour d'elle. En revanche, les trottoirs étaient déserts. Elle devait trouver de l'aide. Elle avisa plusieurs magasins sur sa droite. Certains étaient éclairés. Elle s'approcha du premier. C'était une laverie au nom étrange. Elle ne le lut pas sur la vitrine. Elle l'entendit résonner dans sa tête. Le kumpunophobe. Elle jeta un œil à l'intérieur. Plusieurs machines tournaient, mais il n'y avait pas âme qui vive. Elle tenta d'ouvrir la porte. En vain, elle était fermée. Elle n'insista pas davantage et courut vers le second magasin qui jalonnait la rue. C'était un restaurant. Une fois encore, elle remarqua le nom incongru du lieu. Une fois encore, il résonna dans sa tête. Le cibophobe. Une fois encore, le lieu était vide et la porte fermée. Elle sentit la panique monter en elle, et un bruit venant de la petite ruelle d'où elle était sortie attira son attention. Des cris. Elle comprit que ses poursuivants l'avaient rejoint. Elle devait se cacher. Elle courut jusqu'au coin de la rue suivante et tourna à gauche. Une église se trouvait là, un bâtiment immense en pierre avec un large clocher qui se mit à résonner comme pour appeler un office. Elle vit que la porte du lieu était ouverte. Elle gravit les marches du perron et avant de franchir la porte, elle remarqua une étrange gravure sur le dessus de celui-ci. Là où, d'ordinaire, on avait l'habitude de lire les devises saintes, il était écrit un mot dont elle ne connaissait pas le sens, mais qui faisait quelque part écho à ceux du restaurant et de la laverie. Et d'ailleurs, comme pour eux, ce nom résonna dans sa tête. Exakoziwa Ekekonta Exaphobie. Cette file semblait renfermer toutes les peurs. Elle pénétra dans la bâtisse et y chercha un endroit où se cacher. Et elle dut prendre trop de temps, quand un petit rire derrière elle lui fit réaliser qu'il était trop tard et que le GD l'avait rattrapé. Effectivement, ce dernier se tenait debout devant l'entrée. Il prenait son temps. Il savait que Solange ne pouvait pas lui échapper. Et après l'humiliation qu'il avait subie, il était bien décidé à la faire souffrir un peu. Isaac était toujours attaché, et lorsqu'il avait vu que Solange était traînée devant la prêtresse, il avait cherché à se libérer. N'y parvenant pas, il avait crié, protesté, mais personne n'avait accordé le moindre intérêt à ses gesticulations. Au moment où le lieutenant était parvenu à s'enfuir, il avait ressenti un élan d'enthousiasme que la suite des événements avait fait retomber rapidement. Après un moment de surprise, puis de désarroi, les membres de l'ordre reprirent vite le dessus. Mambo Suprême, qui avait chu, déséquilibré par le coup donné par Solange, s'était relevé bien vite. Son visage n'exprimait plus que colère et haine.
Elle donna des ordres dans une langue qu'Isaac ne comprit pas, et immédiatement plusieurs GD se lancèrent à la poursuite du lieutenant, emboîtant le pas au premier qui avait déjà disparu dans la forêt. Les tam-tams avaient cessé, et le reste des fidèles s'étaient prosternés devant leur prêtresse, comme si, responsable de ce qui venait de se passer, il cherchait à implorer son pardon. Mambo Cyprème se mit à éructer sur ses sbires. Ses mots étaient incompréhensibles, son intonation ne laissait pas douter de sa colère. Elle finit par se taire et prit une grande respiration. Sur un ton moins emporté, mais tout aussi tranchant, elle donna un ordre. Isaac, qui n'avait pas compris, réalisa bien vite, en voyant 2 serviteurs s'approcher de lui, que ce dernier le concernait. Comme cela avait été le cas pour Solange précédemment, on força le major à se genouiller devant la prêtresse. Cette fois-ci, les geôliers ne lâchèrent pas leur emprise et, au risque même de faire mal aux policiers, ils appuyèrent fortement sur ses épaules. Il lui était complètement impossible de bouger. Mambo Cyprème le toisa comme elle l'avait fait avec le lieutenant. Mais cette fois-ci, en plus, dans le regard, une haine et un esprit de revanche qui étaient tout nouveaux. Elle fit un signe de la main et immédiatement un des GD, qui était encore prosterné, se leva et sortit de nulle part une sorte de sabre court dont la lame argentée brilla de manière étrange dans le rayon de lune. Il tendit l'arme à la prêtresse en lui présentant le manche. Elle l'attrapa sans même le regarder et la leva prête à frapper. Le major fut alors persuadé qu'il allait mourir et qu'il n'aurait pas la chance, comme Solange, de parvenir à s'enfuir. La lame fit un bruit sec et froid lorsqu'elle fondit l'air, et l'espace d'un dixième de seconde, Simon la sentit choquer sa nuque et pénétrer ses chairs. Et il ressentit une brève douleur, mais immédiatement, et sans qu'il ne comprenne ni pourquoi ni comment, toute sensation lui échappa. Le monde qui l'entourait se troubla. La forêt, les GD, la prêtresse et les tam-tams disparurent. La lame aussi. Il se retrouva cerné de noir, comme si le temps s'était arrêté au moment précis où il allait mourir et qu'une force inconnue, magique, l'avait arraché à sa triste destinée pour le plonger ici. Il n'eut pas le temps de réfléchir, car immédiatement il eut l'impression de suffoquer, et cette sensation était, ma foi, encore plus douloureuse que la lame sur la nuque. Par réflexe, il s'attrapa la gorge, mais le geste n'avait aucun sens et ne lui procura aucun soulagement. Il entendit son nom répété plusieurs fois, et crut que Dieu ou la mort l'appelait. Il ferma les yeux, et au moment précis où il se sentit défaillir, l'air entra à nouveau dans ses poumons en libératrice. Il entendit encore une fois son nom, ressentit une pression sur son épaule et ouvrit les yeux pour découvrir penché sur lui Fred Castella qui le secouait nerveusement. Le domaine des 2 lacs était un endroit impressionnant. Le parc immense était cerné de hauts murs qui interdisaient toute approche imprévue. Un portail gigantesque en fer forgé donnait accès à un chemin qui serpentait entre des arbres qui, eux, cachaient le château. Morel et ses hommes arrivèrent à proximité de la propriété un peu avant midi, accompagnés d'Isidore et de Fred. Les 2 voitures de police banalisées stationnèrent à l'écart pour ne pas attirer l'attention. Le moine s'appuya contre le capot d'un des 2 véhicules et sortit un paquet de cigarettes de sa poche. En allumant une, il demanda « Bien, comment on procède maintenant ?» Morel parut embarrassé par cette question. Il avait bien une idée que lui avait suggérée Morel, mais maintenant qu'il était sur place, il n'était pas certain qu'elle était bonne. Étienne, avec son tact habituel, insista. Il appuya sa question d'un sourire un peu narquois, car il prenait toujours un plaisir malsain à mettre en défaut ses supérieurs, même ceux pour lesquels il avait le plus grand respect. Morel fit signe à Morel, et ce dernier ouvrit le coffre de la première voiture. Il en sortit une valise en fer qu'il posa sur le sol et ouvrit. Curieux, Étienne s'approcha de son collègue pour voir ce qu'elle contenait. Il ne comprit pas de suite de quoi elle retournait, mais quand Julien sortit l'objet de la valise, il lâcha un juron. « Vous êtes sérieux ?» questionna-t-il. « Un peu plus sérieux », répondit Morel. Le commandant Borel fit un petit signe affirmatif de la tête pour répondre au regard interrogateur d'Étienne. Julien, pour sa part, déploya les 4 bras du drone qu'il venait de sortir de la valise. L'engin quitta le sol en faisant un bruit de gros bourdon et prit rapidement de l'altitude. Dans un premier temps, tous le virent du regard jusqu'à ce qu'il soit trop éloigné. Ils s'approchèrent alors de Julien qui pilotait le drone et suivirent sa progression sur l'écran de la télécommande. Rapidement, l'engin se retrouva au-dessus du domaine. De l'altitude où il se trouvait, on pouvait parfaitement distinguer toute la propriété. Un grand parc boisé avec un petit lac au nord et un plus grand au sud.
En plein milieu, une immense bâtisse du XVIIe siècle constituée d'un corps central flanqué de 2 tours rondes à ses extrémités. Devant le bâtiment, une large esplanade où Julien remarqua immédiatement 3 véhicules. « Voilà qui est intéressant », dit-il en actionnant l'un des boutons de la télécommande pour zoomer. On distingua nettement 2 camionnettes et une vieille voiture américaine. Isidore, qui se trouvait juste derrière le pilote, s'écria. « Ce sont les 2 camionnettes que j'ai vues devant la maison de la rue de Malfosse. »« Vous en êtes certain ?» demanda Borel. « En tout cas, cela y ressemble beaucoup. » Claire, pour sa part, s'intéressa à la voiture. « J'ai pris le temps de lire le rapport sur l'évasion de Mac Giraud, dit-elle. Et la voiture, là, ressemble pas mal à celle avec laquelle les fuyards ont pris la fuite, d'après les témoins. » Castella s'emporta. « C'est ici, il faut intervenir, vite !» Borel calma ses ardeurs. Tout d'abord, il n'avait pour l'instant aucune légitimité à le faire, sauf à considérer un caractère d'urgence, mais même dans ce cas, comment savoir sur quoi ils allaient tomber? De plus, ils n'étaient pas des spécialistes de ce type d'intervention. Pendant l'échange, le drone avait continué son survol de la propriété. Par peur qu'il n'attire trop l'attention, Julien le fit s'éloigner des bâtiments et se diriger vers la partie boisée du parc, attendant que Borel lui demande de le ramener. Comme le commandant ne semblait pas hésiter, Morel lui posait la question. « Oui, faites-le revenir. » Soulagé de pouvoir rapatrier son jouet sans qu'il n'ait subi le moindre dégât, le jeune policier s'exécuta. Mais alors qu'il s'approchait des limites du domaine, quelque chose attira l'œil du pilote. Il remarqua une trouée au milieu des arbres, une sorte de clairière bien carrée et régulière aux 4 coins de laquelle on avait allumé des feux. Intrigué, il zooma. Au milieu de cet espace incongru se dressait un poteau qui lui rappela immédiatement quelque chose. Il interpella Isidore. L'Haïtien n'eut pas une seconde d'hésitation. Il s'agissait d'un poteau mitant. Remarquant qu'il semblait y avoir un peu d'agitation autour, Julien approcha encore un peu plus le drone. Il lâcha un juron et interpella Borel. Fred et Isidore avaient insisté pour suivre les policiers. Le commandant Borel n'était pas très à l'aise avec cette option, mais il savait qu'il aurait besoin du prêtre et qu'il ne parviendrait pas à dissuader le légiste. Les 3 autres policiers, seuls Étienne avait soupiré à l'idée de se traîner les 2 kidams. Ils avaient repris les voitures et, au pas, chacun d'un côté différent, ils avaient fait le tour du domaine pour trouver un moyen d'entrée. Par chance, ils repérèrent bien vite un portillon cadenassé qui, visiblement, n'était pas sous la surveillance d'une caméra et qui était bien plus discret que le portail principal. Une pince coupe-boulon ne fit qu'une bouchée des résistances que cette entrée discrète entendait opposer aux forces de l'ordre, et le petit groupe se retrouva bien vite au milieu de la forêt qui entourait le château. Les arbres, majoritairement des hêtres et des chênes, étaient à cette époque de l'année dépourvus du moindre feuillage, ce qui diminuait drastiquement leur capacité à cacher les policiers tout au long de leur progression jusqu'à la clairière qu'avait repérée le drone. Quand ils y parvinrent enfin, au prix de 1000 précautions, ils purent voir de leurs propres yeux le spectacle incongru que leur avait déjà révélé le drone. Au pied du poteau mitant se trouvait une petite estrade sur laquelle on avait installé un grand siège dans lequel avait pris place Mambou Cyprès. Allongés sur le dos, au sol devant elle, une dizaine de corps immobiles. Si du fait de leur visage peint, il était clair que la plupart faisaient partie de l'ordre, il put repérer au moins 7 d'entre eux qui détonnaient clairement. Fred sentit son cœur s'accélérer lorsque, parmi ces derniers, il lui sembla reconnaître la silhouette de Solange. Il se pencha vers Borel pour lui faire part de son observation et ce dernier approuva. C'était bien le lieutenant qui se trouvait là. Rapidement, ils reconnurent aussi le major. Le légiste aurait aimé se précipiter vers ses 2 amis pour les aider, mais la présence d'autres hommes bien éveillés, ceux-là qui semblaient surveiller l'ensemble, le poussa à y réfléchir à 2 fois avant d'agir. Ils étaient 4 qui se ressemblaient étrangement, tous vêtus de costumes cravates, 2 avec le visage peint en blanc et 2 avec le visage peint en noir. Ils demeuraient immobiles, tournant le dos à la prêtresse et surveillaient les alentours. « On va avoir du mal à intervenir sans se faire voir. » remarqua le moine à voix basse. « Il faut espérer qu'ils ne sont pas armés » ajouta Claire. « En même temps, on va pas pouvoir rester ici et attendre bêtement » compléta Julien. Tous se tournèrent donc vers Borel, espérant recevoir ses ordres. Malheureusement, le commandant lui-même n'était pas certain de l'attitude à avoir. Il ne voulait surtout pas mettre en danger les 2 policiers aux mains de l'ordre. Isidore, sentant la désarroi de chacun, intervint alors. « Laissez-moi faire. » Il prit une poignée de terre sur le sol et s'en frotta le visage. Il respira lentement et profondément. Ses yeux s'écarquillèrent, changeant totalement la physionomie de son visage et lui donnant une allure inquiétante. Il s'éloigna du groupe en cherchant à être le plus discret possible. Et lorsqu'il fut assez loin,
Il se redressa et interpella les gardiens. Cet acte incongru, voire dangereux, permit de s'assurer d'une chose. Les 4 hommes étaient armés. Dès que l'Haïtien les invectiva, ils plongèrent tous la main dans leur veston pour en sortir une arme de poing, sans doute des Beretta 92, qu'ils pointèrent sans hésiter en direction de l'incongru. Par chance, ils ne tirèrent pas. Isidore avait sans doute fait ce pari risqué, et il avait là une sorte d'avantage qu'il ne devrait pas laisser échapper. Il se mit à parler fort, à crier, à gesticuler, de manière tout à fait folle. Ni Fred, ni Borel, ni les autres policiers ne comprenaient le moindre de ses propos. Les GD, en revanche, paraissaient l'écouter avec fascination. Tout en poursuivant son étrange jeu, il commença à avancer en direction des GD qui apparaissaient de plus en plus désemparés par l'attitude de l'étrange visiteur. Les policiers et le légiste, de leur côté, regardaient le spectacle avec fascination. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et surtout, ils ne comprenaient pas l'attitude passive et attentiste des gardiens. Étienne s'approcha de Borel. On devrait peut-être intervenir en cas 4-5 escalés. Non, il semble savoir parfaitement ce qu'il fait. C'était une bonne intuition qu'avait le commandant. En effet, Isidore savait parfaitement ce qu'il faisait. Prêtre vaudou, initié à tous les rites et à une grande partie des mystères de cette religion, il n'invectivait pas ses vis-à-vis de n'importe quelle manière. Les traits qu'il s'était faits sur le visage avec la terre n'étaient pas, eux non plus, innocents. Comme il savait que les membres de l'ordre avaient un rapport particulier avec Ragoul et les jumeaux maudits Cassius et Sotas, qui tous trois représentaient une partie sombre du vaudou, il avait pris le parti de se faire passer lui aussi pour un être maléfique. Oubliant sa vocation de Hogan, prêtre bienveillant, il s'était grimé en Bokor, pratiquant la magie noire et faiseur de zombies. Il en connaissait les apparences et les pratiques, du moins dans leurs grandes lignes, suffisamment pour donner le change le temps nécessaire. Ce subterfuge semblait fonctionner parfaitement. Les GDS ne voulaient pas prendre le risque de blesser un Bokor et de déchaîner sur eux la colère de Mambo Suprême qui paraissait dormir sur son siège, ou, pire, de Ragoul lui-même. Isidore eut donc tout loisir de s'approcher du premier. Il vint se placer si près de lui que le pauvre recula d'un pas visiblement mal à l'aise. Toujours dans ce dialecte incompréhensible pour les autres, le prêtre parut donner un ordre à l'homme de main. Bien que Borel et ses camarades ne pouvaient pas comprendre les mots, ils n'eurent pas de mal à réaliser le sens. Le prêtre montrait le Beretta du doigt et des signes de colère sur le visage. Le GD regarda bêtement son arme, puis, après une ultime hésitation, il la posa doucement au sol. Isidore se tourna alors vers les 3 autres et parut leur intimer l'ordre d'approcher. Ils s'exécutèrent avec l'air penaud d'un enfant pris en faute. L'ordre dut être le même que précédemment, car les 3 autres abandonnèrent également leurs pistolets. L'Haïtien esquissa un sourire difficile à interpréter. Les GD le prirent sans doute comme une sorte de merci. Les policiers, cachés plus loin, y virent la satisfaction du traquenard réussi. Le prêtre baissa la tête et prit une grande respiration. Il se redressa d'un seul coup et plaça chacune de ses mains sur le visage d'un GD. Il commença une étrange prière qu'il termina dans un cri et en retirant sa main d'un geste étonnant qui donnait l'impression qu'il arrachait quelque chose aux 2 gardiens qui se trouvaient devant lui. Immédiatement, ces derniers s'écroulèrent. Les 2 autres réalisèrent alors qu'ils étaient tombés dans un piège et plongèrent pour ramasser leurs armes. Trop tard. Le reste de l'équipe était sur eux. Pris par surprise, les 2 GDS ne se montrèrent pas pour autant désarçonnés. Julien Morel fut le premier à en faire les frais, car en le voyant arriver sur lui, l'un des 2 gardiens se redressa plus vite qu'il ne pouvait s'y attendre, et d'un violent coup, il envoya un poing phénoménal dans le visage du jeune policier. Étienne, pour sa part, ne s'en tira pas avec plus de facilité. Dans un premier temps, il prit le dessus sur l'adversaire qu'il s'était choisi. Il attrapa le GD au niveau du cou et tenta de le bloquer en lui intimant l'ordre de se calmer. Peine perdue. Le gardien, plus grand, plus jeune et plus fort que le policier, parvint, une fois la surprise passée, à reprendre le dessus. Dans un geste étonnant et précis, il attrapa le bras de son agresseur et par un mouvement de rotation rapide inversa la situation. Étienne se retrouva au sol avec sa cible sur le dos et c'est l'intervention de Claire qui lui permit de ne pas mourir étouffé. La jeune femme avait sorti son arme et la pointait en direction de l'agresseur de son collègue. « Relevez-vous » ordonna-t-elle. « Main en l'air !» Tout occupé à maîtriser son adversaire, le GD n'entendit pas l'injonction de la jeune policière. Alors, sans hésiter, cette dernière pointa son arme à le ciel et tira. Le bang fit enfin réagir le GD, qui se retourna et découvrit le canon pointé sur lui. Aussitôt, il lâcha prise. Lentement, il se redressa et leva les mains. On pouvait lire la frustration et toute la colère sur son visage, à laquelle répondait la détermination sans faille de Claire. 2 des gardiens étaient KO et les 2 autres étaient maîtrisés. Il était temps de s'occuper de Mambo Suprême
et de ses victimes allongées au sol. À suivre.